Je vous ai parlé de 100 000 milliards qui se trouvaient planqués à l'extérieur, correspondant aux 60 100 milliards des différents budgets qui ont forcément été exécutés au Congo, des 14 000 milliards des générations futures et du reste, y compris M. Denis Sassou Nguesso. Vous vous souvenez que le président Philbert Youlou avait été accusé de vol. On chantait même Youlou a tout volé, Youlou a tout volé. Cela lui a coûté d'ailleurs le pouvoir. Pareil pour le général Joachim Yombi Opango. Lui aussi, on l'a accusé de mener une vie ostentatoire. Il était un bourgeois comme quoi. Il dormait même dans un lit en or. C'est ce que j'ai cru entendre quand j'étais encore tout jeune, hein. Et à lui aussi, on a dit qu'il a volé, voilà. Et pour cela, il fallait le mettre à l'écart. Mais aujourd'hui, avec tous ces scandales, le constat que viennent de faire finalement les Congolais, que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons parlé des Panama Papers, des Pandora Papers. Aujourd'hui, on parle de cette enquête menée par Libé. Et il y a bien d'autres comptes à l'extérieur. Vous avez même dit que, grosso modo, près de 100 000 milliards de francs CFA seraient planqués dans les paradis fiscaux. Mais ce que les Congolais savent évidemment et formellement, c'est que 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 25 milliards de dollars américains, j'allais dire 7 ans de budget congolais, 14 000 milliards ont disparu comme ça, les Congolais le savent. Alors, que peut-on dire donc de Denis Sassou Nguesso, lui qui criait sur les autres, vous avez volé, Youlou a volé, Yombi a volé, et lui, on dira quoi? Voilà, du Alors donc, désordre. aux côtés de Denis Sassou Nguesso, allais-je dire, il y a des noms qui sont souvent revenus, hein, même depuis le scandale des Pandora Papers, pourquoi pas Panama Papers. Il y a par exemple Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur du FMI, du Fonds monétaire international. Vous avez Rachida Dati, qu'on l'appelle, c'est une maire d'un arrondissement de Paris. Vous avez Mathieu Pigasse, la Banque Lazare. Vous avez Yves Olivier, Jean-Yves Olivier, qui s'occupe un peu, j'allais dire, du lobbying de Denis Sassou Nguesso. Vous avez Monsieur Sarkozy, hein, l'ancien président de la République française. Autant des noms, il y en a plein qu'on ne peut pas citer tous les noms ici, qui gravitent autour. Alors voilà qui, à mon avis, relance un peu le débat sur ce qu'on est en train d'assister au niveau de la France avec l'affaire Omar Sy, puisque derrière le film Tirailleurs, on a relancé le débat sur d'abord le racisme, on a relancé le débat sur la France-Afrique, où, j'allais dire, l'opinion publique française ne semble pas percevoir en fait le mal que font les élites politiques françaises en Afrique. Et après, on va dire qu'il y a un sentiment anti-français et souvent exploité par ces mêmes politiques. Bonjour Alphonse Maboussou, vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière. Merci d'être encore avec nous sur Télar TV. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Toujours un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je vous en prie. Depuis mercredi dernier, une suite de parutions du quotidien français Libé met à nu un réseau de détournement de l'argent du pétrole congolais par Denis Sassou Nguesso, qui a été formellement cité, par une enquête menée par Libération, bien sûr. Et depuis là, les titres s'enchaînent. Pétrole congolais, le président et les millions envolés. Affaire Orient Oil, le Premier ministre, le conseiller et les millions congolais. On fait allusion ici à l'ancien Premier ministre français Manuel Valls. Au centre de ce scandale, j'allais dire, de cette grande mafia, Orient Oil de Lucien Ebata, conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso aux financements extérieurs. Est-ce une surprise pour vous d'apprendre l'existence d'un tel réseau de détournement de l'argent du pétrole congolais?
je ne suis pas surpris d'une telle information ou d'un tel scoop parce que tout ce qui se traite au Congo avec M. Denis Sassou Nguesso, c'est une bande de mafia, de mafieux qui s'est arrogé tous les pouvoirs et toutes les attributions pour détourner les richesses du pays avec sa famille, ses amis et ses connexions en international. La preuve, euh, Ebata, dont il est question aujourd'hui, Lucien Ebata, qui est né le 12 mars 1969, a bénéficié d'une bourse congolaise pour aller étudier à Cuba. Il a eu un premier diplôme cycle supérieur donc, de droit à Cuba et il a poursuivi ses études au Canada, sanctionné par, je ne sais pas si c'est un doctorat ou quelque chose comme ça, mais un master qu'il a eu en droit donc des affaires. En 2004, alors qu'il venait de terminer ses études, il y avait vent donc de la commercialisation du brut du pétrole congolais sur la base des contrats de partage de production. Donc, M. Ebata vient à Brazzaville, rencontrer le pouvoir de Brazzaville, et il crée et la Cotrade et Orient Oil Limited. La Cotrade pour la vente donc du brut sur la place de Londres et de Singapour avec Denis Christel Sassou Nguesso et Orient Oil Limited pour Genève. Donc, M. Ebata n'a jamais fait des études de trading, se fait donc encadrer par des Nigérians pour vendre le brut congolais. Vous n'êtes pas surpris de l'existence de ce réseau, c'est cela? Comme quoi vous êtes bien informé de ce qui se passe dans le monde du pétrole au Congo-Brazzaville. Tout à fait, je suis assez averti sur tout ce qui se passe parce que nous avons des réseaux qui nous mettent à jour systématiquement sur toutes Ok, les d'accord. magouilles Donc on qui se font parce que reviendra le sur cette Congo question. est jusque-là otage. Évidemment. Avec le pouvoir de Donc, je Brazzaville, disais le qu'on Congo est reviendra, otage. on reviendra sur cette question pour que vous nous expliquiez un peu comment ça fonctionne, évidemment, dans ce domaine, sinon dans ce secteur, qui est le pétrole au Congo-Brazzaville. Alors, en 1900, j'allais dire en septembre 2017, Denis Sassou Nguesso va nommer donc Lucien Ebata à la tête d'un comité technique pour négocier un programme d'aide avec le FMI. Voilà qu'il va donc collaborer avec Dominique Strauss-Kahn, ex-directeur du Fonds monétaire international, vous le connaissez, hein, c'est le FMI. Une autre personne, allais-je dire, peu recommandable. Alors, Lucien Ebata, pour ainsi dire, est également détenteur d'un passeport diplomatique congolais. Ma question est de savoir qui gère réellement la part du pétrole congolais entre Orient Oil et la SNPC. Que ce soit Orient Oil ou la SNPC, le mentor reste M. Denis Sassou Nguesso. C'est lui le gestionnaire du pétrole congolais. Donc, il utilise qui il veut, sachant que toutes ces sociétés sont sous sa gouverne. Comme il ne veut pas être jugé parti, il les utilise pour les envoyer en mission, va faire ceci, va faire cela. Mais au centre de cet entourloupe, vous l'avez lui-même. Il faut remonter, en fait, pour mieux comprendre comment on est arrivé à Dominique Strauss-Kahn. Il faut, en fait, remonter l'histoire un peu de Orion, des affaires de M. Ebata avec le pétrole congolais. Quand il crée donc Orient Oil, il devient courtier auprès des traders, Trafigura, Glencore et les autres. Donc, lui, il va donc vendre présenter auprès de ces traders les parts de brut du Congo à vendre sur le marché international. Donc, des commissions lui sont garanties sur chaque cargaison de pétrole vendu, allant de 0,77 à 8,62% de parts. C'est beaucoup d'argent quand il s'agit des millions de tonnes de pétrole qui sont vendus sur la place. Il s'agit de beaucoup d'argent. Donc,
Monsieur Ebata se forge donc parce que pour aller vers ces traders, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu pour pilier 3 banques parce qu'il commençait déjà à engranger suffisamment d'argent. Il a eu le directeur de la BGFI Bank, qui semble être M. Oiba, un Gabonais, le directeur de la Banque Atlantique et le directeur de la Banque Exim Bank, qui est un Nigérian dont j'ignore le nom. C'est eux qui vont mettre à sa disposition les garanties, parce que les garanties dans le trading du brut sont énormes. Quand tu as cette lettre de crédit, tu peux aller vers n'importe quelle banque, tu as de la cote. C'est ce qui fait que M. Lucien Ebata, dont il est question aujourd'hui, affublé donc de cette garantie, voit arriver à ses côtés tous ces mafieux du monde que sont les Dominique Strauss-Kahn et les Nicolas Sarkozy. Sachant que ces gens-là aussi sont très proches du dictateur national, mais il lui ouvre en fait un paravent pour lui permettre donc d'accéder à toute cette jet-set et organiser la mafia que nous constatons aujourd'hui. L'enquête que publie en fait le quotidien français Libé est une affaire qui remonte, vous le savez très bien, en janvier 2012, où Lucien Ebata est interpellé avec une forte somme d'argent non déclarée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il portait avec lui près de 182 000 euros, soit l'équivalent de 119 millions de francs CFA. Et dans le même temps, il avait une note de mission dûment signée par Denis Sassou Nguesso. Il sera donc mis en examen pour manquement à l'obligation de déclaration de capitaux, blanchiment et corruption active. Cela veut dire que l'argent qu'il portait, en fait, ma question va reposer sur cet aspect. L'argent qu'il portait, lui, ce jour-là, je ne sais pas si il voulait rentrer ou il partait, ça je ne sais pas, mais l'argent qu'il portait, l'argent frais qu'il portait, à quoi pouvait être destiné cet argent? Il avait exactement 182 000 euros et 40 000 dollars. Alors qu'il rentrait à Kinshasa, il a été donc interpellé ou intercepté à Roissy-Charles de Gaulle, détenteur donc de cette manne. Les gens se sont rendus compte qu'il avait un passeport diplomatique, qu'il avait un ordre de mission signé par le président de la République. Ça sous-entend que c'est comme si le président de la République était celui qui lui avait remis cet argent. Parce que ça faisait partie du cortège de missions qui lui avait été assigné. Donc, mu de cela, vous l'avez dit tout à l'heure, corruption active de personnes dépositaires de l'autorité publique. L'autorité publique ici dont on parle, c'est qui? C'est le président de la République. Donc, Orion Oil ne peut pas se retrouver sur cette galaxie à manipuler tant d'argent, à vendre le brut congolais, sachant qu'il a l'exclusivité de la vente aussi des produits finis de la raffinerie, des produits raffinés de la CORAF, qu'il vend en priorité à Kinshasa. Il crée même la spéculation pour créer la rareté du produit, la rareté du produit localement et revendre au Congo avec un taux d'intérêt, le même brut qui provenait du Congo, le même produit fini qui provenait du Congo. Et pardon, vous allez continuer, monsieur Alphonse Mabousso, mais je vais récapituler. Je vais récapituler. Vous êtes en train de nous dire que monsieur Lucien Ebata a le monopole d'acheter les produits finis produits par la raffinerie du Congo, c'est ça? Tout à fait. Alors que dans le même temps, il faut signaler que le monopole est prohibé au Congo-Brazzaville par la Constitution. Donc, il achète tout le produit et prioritairement vendu à Kinshasa. Tout à fait. Et quand
la rareté de ce produit se fait sentir au Congo. Il ramène un peu de produit, mais cette fois-là surfacturé. Vous avez tout Le compris. même produit fabriqué au Congo. Et le delta ben, est partagé avec les dignitaires. Et donc, c'est ce surplus qu'ils se partagent, puisque ça Tout à fait fait. quand même Tout à fait. beaucoup d'argent. Tout à fait. Je n'ai pas souvenance Et quelle est des, l'implication donc des marges. du groupe Orion dans le circuit pétrolier congolais? Comment il fonctionne? Est-ce qu'on peut parler de ce groupe? Orion Oil utilise deux pans, trois pans, je dirais. Le premier pan, c'est la vente donc, ou le commissioning dans le trading du brut. Le deuxième pan, c'est le commissioning dans le trading des produits raffinés. Et le troisième pan, c'est la participation dans un bloc pétrolier où il est, on dirait comme, il est co-opérateur, parce que l'opérateur, c'est la Société nationale, et il participe donc dans ce bloc. Je vais essayer permettez-moi de disposer d'un peu de temps, je vais Oui, mais parler. pour que nos téléspectateurs aussi comprennent très bien, lorsque vous parlez du commissaire, c'est cela que vous avez dit, dans le, Commissioning, commissioning. voilà, dans le trading, ça veut dire que Orion, donc Monsieur Lucien Ebata, est chargé euh, de De vendre négocier, le pétrole congolais. c'est ça. Il est chargé de vendre le pétrole congolais ben, à lui de trouver le meilleur trader et au meilleur pourcentage de rétrocommission. Et à quoi sert donc la SNPC? Ben, rien, puisque la partie trading avait été, comment dirais-je, est tombée en ruine avec Denis Christel Sassou Nguesso. Okiorina Cédric, qui se trouve à Singapour, n'est chargé que pour recevoir les commissions. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ben, une fois que les cargaisons sont vendues soit à Genève, soit à Londres, soit à Singapour, soit à Houston, soit en Chine. Après, il y a des comptes qui sont dans les banques, dans ces différents paradis fiscaux. Oui. Donc, une fois que l'argent transite dans ces banques, ben, il faut trouver des personnes ressources pour pouvoir distribuer ces commissions. Au centre desquelles vous avez M. Ebata, Lucien, M. Okiorina, Cédric, M. Ngakala, qui travaille à la SNPC, Karl Ngakala. Vous avez le directeur financier de la SNPC et vous avez le directeur général lui-même. Voilà pourquoi, dans les scandales, vous allez constater que M. Ganongo, qui était directeur financier de la SNPC, est cité. M. Raoul Ominga lui-même était aussi directeur financier. Il est cité. Par la suite, il est devenu directeur général. Ils sont tous cités. Donc, il ne faut pas oublier aussi le conseiller aux hydrocarbures, notamment, comment il s'appelle encore, Denis Gokana, et le ministre lui-même, qui ne peut pas être hors de ces circuits. Hein? Et toi, Jean-Bruno, Richard. Ouais. Donc, tout ce monde-là se retrouve donc au milieu de cette magouille. Maintenant, pour revenir de ce troisième pan de l'activité de Orion, ça, ce n'est pas Orion Oil, mais c'est Orion Oil Limited, qui va prendre donc, il y a un permis, parce que dans le pétrole, il y a des termes qui peuvent prêter à confusion. Il y a un permis qu'on appelait le permis Quilou, c'est-à-dire un lopin de terre, parce que le Oui. permis est en terre, qui a été attribué à Total il y a une quarantaine d'années. Total y a découvert trois gisements qu'on appelle Mengo, Kunji, Bindi. Ils ont produit ces gisements jusqu'à arriver à déplétion, c'est-à-dire la production a chuté. Ils ont remis donc ces permis à la Société nationale. La SNPC de droit a donc récupéré ces permis. Donc, il y avait 100% de part. Comme ils n'aiment pas financer les activités pour améliorer la production, ils ont trouvé pour partenaire sur ce permis Petrosi, la Société nationale des pétroles de Côte d'Ivoire, qui ont pris 20% de part. Petrosi a commencé à financer. Ne voyant pas arriver les financements du Congo, ils ont lâché prise. Donc, ils ont abandonné le permis et Orion Oil Limited va donc récupérer ce permis et les 20% de, comment ça s'appelle, de Petrosi. Puis arrive le boom pétrolier.
quand le boom pétrolier arrive, le pétrole du Congo se vendant très bien par M. Ebata, avec ses traders, le Congo va trouver donc le luxe d'emprunter du cash auprès des traders, notamment Glencore, Trafigura et même Orion Oil. Ils ont pris 300 milliards, je crois, de francs CFA chez Orion Oil. Et la dette Congo vis-à-vis des traders se situe autour de 832 milliards aujourd'hui. Ils sont en train de rembourser, mais sous forme de cash, y compris Orion Oil qui prend donc sa part de brut à la source. Vous comprenez? Oui, donc, mais là intervient, pardon, laissez-moi juste un petit détail. terminer là-dessus, pardon, pour que je Oui, ne je fasse vous pas en le prie, oui, publicité. allez-y. C'est-à-dire que Orion Oil, quand il négocie le remboursement de sa dette du Congo, enfin, de sa dette vis-à-vis avec le Congo qui lui doit de l'argent, dans les négociations, il améliore donc ses parts de production dans ce permis, passant de 20 à 40%. Voilà. Donc, la Société nationale se retrouve avec 60% sur Mengo Kouejibindi et Orion Oil se retrouve donc à 40%. Donc, 60-40, ça fait 100%. Donc, ils exploitent ces champs. Alors, ils y ont fait la fracturation hydraulique pour améliorer la production. Je n'ai pas les derniers chiffres. Maintenant, Lucien Ebata ayant donc conclu avec l'État congolais, d'un côté, il a plus ou moins 2 milliards par an qu'il récupère sur les 40% de ce champ marginal, et de l'autre côté, il a le brut qu'il récupère sur les 300 milliards de francs CFA qu'il avait prêté donc à l'État congolais ensemble avec Glencore et Trafigura, qui sont les autres traders qui ont prêté de l'argent au Congo pour la zone économique spéciale de Maluku-Tréchaud. Vous savez que c'est un éléphant blanc, rien n'a été fait dessus, mais l'argent a été dilapidé. Vous avez les 3000 puits avec José Viega. Aujourd'hui, tous ces puits d'eau sont en ruine. Vous avez le terrain de Kintele, le stade de Kintele et l'université de Kintele qui sont en ruine aujourd'hui aussi. Donc, à la fin, vous avez 832 milliards de dettes avec les traders et globalement, vous avez 8130 milliards de dettes que le Congo traîne comme ça sur des faux montages financiers que le Congo réalise avec cet énergie même. Oui, mais moi, je voulais quand même vous poser la question de savoir, puisque là, je semble comprendre que Orient Group, si je peux l'appeler comme ça, ou Orient Oil, a supplanté la SNPC, qui ne sert pratiquement plus à rien. C'est cela. Et d'entrée du jeu, je rappelais que M. Lucien Ebata avait été nommé à la tête d'un comité technique pour négocier un programme d'aide avec le FMI pour le compte du Congo-Brazzaville. J'ai bien envie de savoir qui est réellement Monsieur Lucien Ebata, et j'apprends ça comme ça aussi, je ne sais pas si vous allez me le confirmer, il ne vit pas au Congo, il doit vivre, je crois, en RDC, il n'a pas de siège au Congo, donc il n'a pas les bureaux au Congo. Tout se passerait au niveau de la RDC. Qui est-il? Est-ce qu'on peut parler de son profil? Monsieur Lucien Ebata, après ses études, il est rentré au Congo, il est rentré à la mangeoire. Et on lui a donné, il devient donc l'argentier officiel du brut congolais, parce que c'est lui qui est le négociateur direct avec les traders. Donc, il va donc vendre ensemble avec les traders le brut congolais et récupérer donc les commissions irrelatives. Mais comme dans ce genre de transaction, il faut éviter les traces. M. Ebata va donc créer des comptes, va ouvrir des comptes dans des banques aux îles hollandaises, à Monaco, à Panama. Et aujourd'hui, il culmine. Les comptes pour le compte de qui? Du Pour son Congo? compte à lui, son compte personnel. Ses comptes Pas de personnels Sassou à Nguesso, lui. ses comptes personnels à D'abord, lui. je n'ai pas de traces jusqu'à présent des comptes de M. Sassou Nguesso, mais ce que l'on sait, c'est que M. Non, mais Ebata monsieur Alphonse culmine. Maboussou, Attendez voir, attendez. je voulais rappeler que monsieur Lucien Ibata, et ça, il ne faut pas perdre ça dans notre entretien, monsieur Lucien Ebata est aussi conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso au financement extérieur. Comme quoi, par lui aussi,
le Congo, j'allais dire Denis Sassou Nguesso, a eu à emprunter de l'argent, beaucoup d'argent, en passant par M. Lucien Ebata, qui, d'un autre côté, tout à l'heure vous l'avez dit, gère finalement le pétrole congolais, la part du pétrole congolais. Et lorsque vous dites qu'il crée les comptes à l'extérieur, je ne sais pas, disons dans les paradis fiscaux, évidemment, ma curiosité, c'est de savoir ces comptes-là appartiennent à qui et où place-t-il l'argent du pétrole congolais? Parce que le problème qui est soulevé dans ces parutions-là de Libé, c'est ça. Où passe l'argent du pétrole congolais? Or, là, vous nous dites qu'il y a des comptes qui sont ouverts un peu partout dans les paradis fiscaux. Mathias Nzon nous disait, et j'ai encore l'élément avec moi, qu'au trésor public congolais, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas un rang du pétrole congolais. Donc, cela veut dire que l'argent du Congo se retrouve à l'extérieur. Et quand vous nous parlez de ces comptes, voilà pourquoi je vous pose la question. Ces comptes-là, pour qui? Pour le compte de qui? De Sassou Nguesso? De lui-même? d'Orient Group? Les Panama et les Pandora Papers, je crois que nous tous, si nous nous souvenons, ont fait état de l'existence des comptes de certains Congolais. Les noms sont cités. Maintenant, Lucien Ebata, lui, il culmine à autour de 294 milliards de francs CFA, donc planqués dans ces paradis. Monsieur Denis Christel et monsieur Sassou Nguesso et monsieur Jean-Jacques Bouya, à eux deux, ils sont à plus de 4 000. 4 000 milliards de francs CFA planqués, à eux deux. Avec les Rodolphe Adada et les autres, 4 000 milliards. avec les Rodolphe Adada et les autres, ils sont plus de 5 000 milliards. Je me rappelle au cours de certaines de mes émissions, je vous ai parlé de 100 000 milliards qui se trouvaient planqués à l'extérieur, correspondant aux 60 100 milliards des différents budgets qui ont forcément été exécutés au Congo, des 14 000 milliards des générations futures et du reste, y compris M. Denis Sassou Nguesso qui gère les fortunes congolaises. Et tous ceux Évidemment, qui sont l'argent, pendant que vous faites état de cela, je me souviens un peu de la déclaration de Christophe Mukwege, paix à son âme, il n'est plus, qui disait et qui démontrait que finalement, toutes les infrastructures construites l'avaient été avec les prêts chinois, et il citait nommément tous les projets, et il se posait la question de savoir où est passé l'argent qu'on affectait dans le cadre, bien sûr, de l'investissement depuis 2003, de 2003 à 2017. Cet argent n'a jamais servi pour quoi que ce soit au Congo-Brazzaville parce que toutes les infrastructures que l'on nous cite au Congo ont été construites avec l'argent, disons, les prêts chinois et d'autres prêts, bien entendu. Évidemment, lorsque vous dites près de 100 milliards, 100 l'argent 000, du pétrole. 100 000, n'ayez pas peur de le dire, 100 000 milliards. 100 000 ça pèse milliards. à la bouche, mais c'est 100 000 milliards de francs CFA qui se trouvent à l'extérieur. C'est un scandale. Et comment on peut arriver à ce niveau-là? Entre les mains de 250 Congolais, qui sont connus, 250 Congolais. Il s'agit au peuple de faire la chasse à ces 250 Congolais pour que le Congo redécolle. Décolle d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais décollé. Bien entendu, il faut que les Congolais commencent peut-être à fouiller les maisons de ces dignitaires. Probablement qu'ils gardent ces milliards aussi sous leur lit. Bah, c'est bien probable. Mais alors, réagissons donc à ces parutions du quotidien Libé, le porte-parole du gouvernement, donc Thierry Mongala, qui semble confondre d'ailleurs son rôle, sinon ses fonctions, à un communicant privé de Denis Sassou Nguesso, parle des allégations mensongères. Et il a même promis de porter plainte contre Libération. Bon, je sais que ce sont là des manœuvres dilatoires, puisque il y a un an de cela, on parlait des Pandora Papers. Il avait menacé de la même manière, disons, qu'il allait poursuivre en justice tous ceux qui allaient relayer cette information. Partons d'abord de l'affaire dite des Pandora Papers, parce que je crois que cette affaire mérite qu'on s'y attarde quelques minutes. C'est quoi l'affaire des Pandora Papers? C'est un consortium de journalistes
disant qu'un certain nombre de responsables à travers le monde, pas seulement en Afrique, mais en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde, en Amérique, ces responsables de haut niveau auraient, d'après cette enquête, dissimulé des sommes dans des paradis fiscaux, par exemple les îles Vierges, pour échapper au fisc et pour maximiser, optimiser leurs revenus. C'est dans ce contexte que ce consortium affirme que le président Denis Sassou Nguesso aurait, il y a quelques années, une vingtaine d'années, créé une société ou des sociétés. Et dans ce cadre-là, ces sociétés, l'une d'elles au moins, auraient procédé à l'exploitation de mines de diamants au Congo. Ces mines de diamants auraient rapporté, d'après l'enquête, à peu près 150 millions d'euros, ce qui est une somme énorme. Et donc, le président de la République, pour faire court, aurait engrangé à l'étranger 150 millions d'euros, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Alors, eh bien, il s'agit d'un mensonge. Il s'agit d'un mensonge éhonté, il s'agit d'une cabale, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je reviendrai sur les raisons de la cabale tout à l'heure. Nous avons là la manifestation, l'exemple du mensonge, de la manipulation, raison pour laquelle, vous l'avez évoqué, le président de la République a indiqué qu'il envisageait très sérieusement de déposer plainte pour que la matérialité de ces faits, c'est-à-dire de sa non-implication dans ce type de dossier, soit démontrée. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu cette plainte. Alors, ma question, c'est de savoir à qui s'adresse souvent Thierry Mongala lorsqu'il fait ce genre de sortie médiatique et que vise-t-il? Mais il vise à améliorer son portefeuille. Donc, il faut plaire au prince Congo, celui qui a pris les Congolais en otage. Il faut dire, moi aussi, je vous ai défendu devant les médias du monde. C'est tout. Sinon, sa sortie médiatique n'a pas d'écho. Paix à son âme, Mwamba Clément cherchait à protéger ce qu'il ne faut pas protéger, notamment les 14 000 milliards. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Lui seul sait là où il est parti, de quoi il est mort. Vous voyez? Alors qu'il était quand même Premier ministre. Donc, que ce soit le Parti congolais du travail qui est une nébuleuse, ou encore le fameux ministre de la communication, le perroquet national, ou encore le procureur de la République, M. Okongakala, eux tous, ils ouvrent leur bouche pour plaire au prince. C'est tout. Mais sinon, évidemment, puisque vous le dites, n'a pas d'effet. Voilà, c'est la question que j'allais plutôt vous poser, de savoir, mais depuis que ces scandales de vol, de détournement, de corruption internationale pleuvent, mettant en cause Denis Sassou Nguesso et son clan, mais aussi ceux qui l'entourent, ses amis étrangers, bien entendu, jamais le ministère des hydrocarbures, le ministère des Finances, le parquet de la République ou le parquet de Brazzaville, l'Assemblée nationale, le Sénat, toutes ces institutions, jamais, au grand jamais, ils n'ont parlé de cela ou ils n'ont réagi. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Que finalement, comme on nous dit, le Congo, c'est un petit village de Denis Sassou Nguesso et c'est lui qui dicte tout. Je vais vous faire une confidence d'un ministre du gouvernement qui m'a dit que certains dossiers arrivent au Conseil des ministres sans qu'ils ne soient initiés au ministère. Interdiction formelle à vous d'intervenir ou de dire quoi que ce soit. On vous dit, c'est là, signé. Et vous signez. Et il signe, parfois sans lire. Mais, vous allez faire quoi à leur place? Dites-moi. À moins de démissionner. Moi, je n'ai jamais appris qu'un ministre a démissionné. Vous comprenez? Donc, il y a lui-même, il y a les enfants et il y a le reste. Il y a les réseaux et il y a le reste. Vous comprenez? Donc, le Congo est pris en otage. Il faut chercher à le libérer. Mais ils ont trouvé une parade à Orion Oil. Il faut que je le signale. Ils ont trouvé une parade depuis 2021 où Orion Oil est sur l'orbite de la justice française avec la Tracfin. La parade, c'est à Massono. Massono à Dubaï, qui fait aussi du trading. Et par l'intermédiaire d'une dame qui a été aussi nommée conseillère du chef de l'État, Madame Françoise Joly.
qui va jouer donc le même rôle ou qui est en train de jouer le même rôle que M. Ebata pour vendre le brut congolais, pour court-circuiter un peu les transactions avec Ebata qui sortent au grand jour aujourd'hui. Parce que monsieur a été opulent, extravagant, et puis voilà, allant faire des emplettes aux Champs-Élysées ou au Faubourg Saint-Honoré de 500 000 euros, cash et tout ça. C'est du jamais vu. Donc, si j'ai bien compris, en fait, on veut un peu remplacer, sinon ils ont déjà remplacé Oui, Orient, sachant qu'évidemment, les projecteurs sont désormais braqués sur Orient et sur Lucien Ebata. Il faut trouver une personne de substitution pour continuer cette magouille. tout à fait, tout Mais à fait. Pour éviter qu'il ne parle, je pense même que Ebata est en danger. en danger, c'est-à-dire qu'on peut, Il ne faut pas qu'il parle, il ne faut pas on peut le faire qu'il disparaître. trahisse le réseau. Donc, quelque part, moi, à sa place, je ne sais pas donc, sur quelle planète j'irai me cacher pour éviter. Parce qu'au Congo, il est en danger. D'ailleurs, au Congo, il n'y séjourne qu'à l'hôtel. Il est citoyen congolais, n'oublions pas. Mais quand il y va, il séjourne, et lui, et son pilote, et sa secrétaire, et l'hôtesse séjournent à l'hôtel. Parce qu'il voyage en jet privé, il a sa résidence à Kinshasa, avec des Rolls-Royce estampillés à son nom, et en Afrique du Sud, où il a une autre résidence. Donc, il est très opulent. Quand vous avez la chance de décrocher un rendez-vous avec lui, lorsqu'il est de passage à Paris, vous partez l'attendre à son hôtel, alors qu'il réside aussi, il a une résidence, c'est-à-dire, au lieu de laisser des traces, il est locataire à Paris, près des Champs-Élysées, où il loue un appartement à 50 000 dollars, 50 000 euros par mois. Donc, lui, il atterrit où? Au Peninsula. Et au Peninsula, quand vous l'attendez dans les salons du Peninsula, vous êtes servi au champagne, hein, et pas des moindres. Il s'agit du Ruinard ou des grands crus de 1961 et des choses comme ça. Et je vous signale que le château Margaux, qui est aussi un grand cru français, est la propriété de M. Perraudot, qui semble être le patron de Perenco et qui co-gère en fait ces richesses pétrolières du Congo avec M. Denis Sassou Nguesso. Voilà une petite parenthèse que je voulais faire. Tout ça, Mais évidemment, ça donc, élargit le spectre d'action voilà, du alors donc, désordre. aux côtés de Denis Sassou Nguesso, allais-je dire, il y a des noms qui sont souvent revenus, hein, même depuis le scandale des Pandora Papers, pourquoi pas Panama Papers. Il y a par exemple Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur du FMI, du Fonds monétaire international. Vous avez Rachida Dati, qu'on l'appelle, c'est une maire d'un arrondissement de Paris. Vous avez Mathieu Pigasse, la Banque Lazare. Vous avez Yves Olivier, Jean-Yves Olivier, qui s'occupe un peu, j'allais dire, du lobbying de Denis Sassou Nguesso. Vous avez Monsieur Sarkozy, hein, l'ancien président de la République française. Autant des noms, il y en a plein qu'on ne peut pas citer tous les noms ici, qui gravitent autour. Alors voilà qui, à mon avis, relance un peu le débat sur ce qu'on est en train d'assister au niveau de la France avec l'affaire Omar Sy, puisque derrière le film Tirailleurs, on a relancé le débat sur d'abord le racisme, on a relancé le débat sur la France-Afrique, où, j'allais dire, l'opinion publique française ne semble pas percevoir en fait le mal que font les élites politiques françaises en Afrique. Et après, on va dire qu'il y a un sentiment anti-français et souvent exploité par ces mêmes politiques. Vous savez, la société Continent, dont le propriétaire semble être M. Yaya Moussa, qui était le représentant du FMI au Congo, sous la gouverne de M. Dominique Strauss-Kahn, donc patron du FMI à Washington. Vous pouvez comprendre que Continent est une nébuleuse, que Yaya Moussa, c'est juste un prête-nom, que tous ces noms qui sortent au grand jour, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy,
Raffarin, De Villepin, Manuel Valls, Rachida Dati, ils Les émargent à Hollande Oyo. aussi sont passés par là, François Hollande. Ils Aussi, émargent à Oyo. Ils émargent tous à Oyo. Donc, les trois banques dont je faisais état tout à l'heure, notamment la BGFIBank, UBA Atlantique et Afrexim Bank, ont permis de mettre M. Ebata sur une galaxie avec sa garantie de l'autre là pour accéder au marché du brut pétrolier mondial, mais avec le brut congolais exclusivement, parce que Ibata n'a jamais vendu le pétrole d'un autre État que le Congo. Donc, cet argent qui se retrouve au centre permet donc de tirer sur les ficelles et d'aller avec les mallettes. Sachez que M. Ebata a des comptes à Monaco. À Monaco, quand tu vas dans la banque, si tu as besoin d'1 milliard de dollars, tu arrives, la mallette est prête, on te donne la mallette. Tu sors avec, tu vas là où tu veux avec. et comme quoi, c'est aussi cet argent qui sert, je ne sais pas, J'ai pas fini. à J'ai pas tenir cette fini. élite politique française. J'ai pas Puisqu'on nous fini. parle des mallettes, comme le disait d'ailleurs M. Bourgi, c'est ça, qui parlait des mallettes qui transiteraient de Brazzaville à Paris, de Libreville à Paris. Mais là, on comprend bien que c'est cet argent du pétrole, évidemment, parfois géré par des gens comme les Lucien Ebata, et C'est qui un circule prête-nom. avec beaucoup de liquidités. On a même trouvé des millions chez lui, à domicile. Et même chez son financier, à Clichy, à son domicile aussi à Clichy. On a trouvé des millions d'argent. Ouais. Donc, c'est des prête-noms. Je ne peux pas tout garder chez moi. Le président m'a demandé d'aller remettre à un tel. Tiens, va déposer, ou moi-même je vais déposer. Donc, c'est un prête-nom. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Que c'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement de M. Batin. Maintenant, il faut trouver des preuves. Laissons à Tracfin la possibilité d'aller dans les profondeurs de toutes ces magouilles, parce que eux, ils en ont la latitude, ils peuvent aller n'importe où, faire des perquisitions, faire ce qu'ils veulent, recouper les informations, mettre les gens sur écoute. D'ailleurs, lui-même, il était sur écoute. Il parlait avec son épouse en lingala, ne sachant pas que à Tracfin, il y a des traducteurs. Et sachant sur la campagne de Manuel Valls, qui voulait être président de la République française. Mais Qui de toute voulait... façon, c'est quand même une révélation faite par un grand quotidien français, Libé, qui n'est pas aussi un petit média. Nous le savons. Donc, quand Libé publie ce genre d'enquête, cela veut dire ils sont sûrs disons, ils ont des garanties de ce qu'ils font. Alors, ça a même été relayé, ça a même été relayé par Le Monde. Ben voilà. Alors, comme par hasard, dans la même période, on a vu à Brazzaville lancer la campagne de lutte contre la corruption et on a vu des panneaux qu'on a affichés comme d'habitude, on fait la propagande de lutte contre la corruption. Ici, nous avons un cas très sérieux d'ailleurs, dont les informations sont mises à disposition de tout le monde. Est-ce que Monsieur Alphonse Maboussou, je rappelle que vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière, est-ce que on peut finalement espérer que ce comité pourrait prendre ce dossier en main? Le ministre chargé de la lutte contre la corruption a sa fille et son épouse dans son ministère, qu'il a amené dans sa JBCR. Donc, c'est quelqu'un qui a faim, qui vient régler ses propres problèmes à lui. M. Sassou Nguesso parle souvent de la lutte contre la corruption. Lui-même est le chef d'orchestre de ce grand concert de pillage du Congo jusqu'à Lali. Évidemment. Voilà pourquoi je pose la question, parce que c'est bien tombé là. Le risque d'rayer du PCT ou du perroquet national et le silence coupable même du procureur de la République du Congo en disent long. Je crois qu'à une de mes émissions, j'ai même dit que M. Kokana, lui-Marie, et M. Mavungu Maurice, qui sont les patrons de la société AOGC, qui appartient à M. Denis Sassou Nguesso, sont tous les deux présidents et vice-présidents de la commission finance, économie et finances qui valide les projets financiers et les projets économiques, dont les projets du pétrole à l'Assemblée nationale. Parce que ces projets n'arrivent pas en plénière, ça se valide en commission. Donc, vous comprenez que la corruption est même jusqu'à la moelle épinière de l'administration congolaise. Donc,
que peut faire une assemblée ou je ne sais pas quoi. Sinon que le peuple qui a la légitimité sur tous ces bandits, sur la gestion du Congo, qui doit prendre ses rênes et puis voilà, demander des comptes à ces bandits ou ces Bien mafieux. entendu. Alors, on attend donc la réaction de cette institution mise en place pour la lutte contre la corruption au Congo-Brazzaville, dont d'ailleurs les panneaux sont affichés un peu partout. Ils sont en train de faire une propagande. Voilà un premier test. Et puis, dans le même temps, il y a aussi le Premier ministre, Anatole Koliné-Makosso, qui disait qu'il voulait restaurer l'autorité de l'État. Les voici qui sont donc à l'épreuve. Alors, nous allons, il faut peut-être C'est aussi analyser l'occasion, la réponse. Monsieur Christian Perrin, Oui, c'est l'occasion aussi d'interpeller le gouvernement canadien. Parce que M. Ebata Lucien a la nationalité canadienne. canadienne. Les enquêtes au Congo étant ce qu'elles sont, ou la justice congolaise étant ce qu'elle est, il est peut-être mieux que les Congolais se mobilisent pour faire réveiller le gouvernement canadien pour qu'une enquête soit diligentée à l'endroit de M. Lucien Ebata, pour que lumière soit faite sur tous ces Ok, scandales. alors, monsieur Alphonse Maboussou, pour Denis Sassou Nguesso, qui réagissait évidemment sur ce dossier, cette affaire est une instrumentalisation des grands groupes pétroliers qui n'admettent pas la présence des autres entreprises dans le secteur pétrolier. Qu'en pensez-vous? Sassou Nguesso a ruiné le pétrole congolais. Sassou Nguesso n'a pas voulu que le Congo puisse prendre réellement sa place dans la gestion pétrolière du Congo. Parce que les contrats de partage de production lui ont donné la latitude. Qu'est-ce qu'il a fait des 33% ou des 34% des Congolais, des parts de pétrole des Congolais? Il a pris 18%, il a créé des sociétés à lui, dont les Lucien et Bata, qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté avec la Tracfin au niveau international. Vous avez les continents, vous avez les Ifourettes, vous avez les pétroleums, qui est son grand frère. Au lieu que tu viennes me voir tout le temps, chaque année, on va te virer telle somme d'argent. Donc, le pétrole est entre les mains d'une caste de mafieux. Il faut libérer le Congo. Ce n'est pas avec ce monsieur. Et ces sociétés-là, malheureusement, la politique de formation des cadres qu'aurait pu prôner la société nationale n'existe pas. Parce que toutes ces sociétés qui engrangent 18% de la production pétrolière du Congo ne forment aucun cadre. Ils utilisent l'expertise étrangère par des consultants ou à basse échelle, quelques cadres de Total et d'Eni qui se retrouvent, qui sont à la retraite. Ça veut dire que le Congo commence déjà à avoir un manque de, comment on appelle, de cadres, de hauts cadres dans tous les domaines d'activité, alors que l'État devait jouer ce rôle. Je les ai écoutés dernièrement, ils disaient oui, il faut que Total nous aide à former. Mais Total, c'est un opérateur qui prend sa part. Vous, qu'est-ce que vous faites de la vôtre? Voilà toute la question. Après plus de 50 ans d'exploitation pétrolière au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui incarne finalement 40 ans de règne à son partage, n'a pas pu installer ou construire des écoles de formation dans le cadre, par exemple, du pétrole, n'a pas pu former les cadres dans le pétrole. De toute façon, c'est lui seul qui sait le pourquoi. Et tout à l'heure, vous rappelez d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'argent que le Congo a engrangé, et aujourd'hui, dire que les grands groupes ne veulent pas voir les autres entreprises congolaises opérer dans le secteur du pétrole, ça me rappelle un peu la réponse qu'on donnait à Nono Soudan de l'environnement, qui voulait réclamer de l'argent pour le cadre, bien sûr, dans le cadre de l'environnement, la compensation, et on lui disait d'ailleurs, mais écoutez, vous avez eu beaucoup d'argent dans le pétrole, vous n'avez rien fait avec, donc ce n'est pas l'argent, par exemple, que vous attendez dans le cadre de l'environnement qui changera les choses. Alors, monsieur Alphonse Maboussou, pendant que j'y pense, personne ne leur a imposé Perenco. Lorsque Total a refusé de s'associer avec ces sociétés de ses parents, c'était l'occasion ultime
pour M. Sassou Nguesso de gérer son pétrole avec les Congolais, seuls. Mais ils sont allés prendre Perenco, à qui on a donné 40%, pour gérer PEX, c'est-à-dire les émeraudes, pour gérer, quoi encore, PNGF Sud, avec l'Ikwala, Tchendo et tout le reste. Vous comprenez? Donc, c'est des incapables. C'est des voleurs, c'est des bandits qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Voilà tout. Probablement que les Congolais vont vous suivre et ils vont tirer les leçons. Alors, Monsieur Alphonse Maboussou, on va parler un peu de la concession du terminal de Djeno et puis probablement qu'on terminera par là. Qu'en est-il à la date d'aujourd'hui, puisque en novembre 2021, normalement, le contrat ou les accords devraient arriver à échéance. Et nous apprenions d'ailleurs qu'il y avait des négociations qui étaient amorcées avec la Turquie. Qu'est-ce que ça donne à la date d'aujourd'hui? À l'époque, hein, c'est à l'époque de Teresa Goma, si j'ai bonne souvenance, qui était directrice générale des hydrocarbures, et Jean-Marc Tissé-Chikaya, lui qui était ministre des hydrocarbures, alors que le contrat du terminal de Djeno arrivait quasiment à sa fin, tombé dans le domaine public, ils sont allés négocier avec une société turque pour co-gérer cette plateforme, ce terminal. Malheureusement, il y a eu une fin de non-recevoir de la part de M. Denis Gokana, conseiller spécial du chef de l'État aux hydrocarbures, et de M. Comment s'appelle-t-il encore, le patron de Total, M. Oh, le nom ne me revient. Pouyanné ou Pouyanné, comme ça? Pouyanné, voilà, M. Pouyanné, qui ont dit, niet, il n'est pas question. Alors que ça allait être l'occasion, par des règles mathématiques. Mais comment Pouyanné pouvait être à la fois jugé parti? Voilà toute la question. Parce que le terminal de Djeno est créé en 1960, lorsque le Congo découvre les gisements de émeraude. Les gisements de émeraude, c'est 2 milliards de barils. 2 milliards de barils, c'est parmi les meilleurs gisements au monde. Mais sauf que c'est très difficile d'extraction. Aujourd'hui, c'est une parenthèse que j'ouvre, 80% de ce pétrole se trouve encore emmagasiné dans la roche. Ça veut dire que Perenco, qui a récupéré ce champ, Total lui a dit, on te prête, mais si nous découvrons la technique, nous viendrons récupérer notre bloc, notre champ. Vous voyez, donc, quand il découvre, je ferme la parenthèse, quand il découvre donc ce gisement, les techniques de l'époque ne permettaient pas de construire une plateforme, un FPSO ou un FSO sur place pour produire, de traiter et produire et assurer l'approvisionnement des tankers. Donc, ils vont donc créer ce terminal. Lorsqu'ils créent ce terminal, Eni fait aussi ses découvertes, donc apporte aussi sa production. Donc, Total et Eni ont co-géré donc ce terminal pendant 50 ans. Comme c'est tombé dans le domaine public, ça devient automatiquement la propriété du gouvernement, de l'État congolais. C'est à l'État congolais donc de recevoir le pétrole qui arrive, de le traiter, de le stocker et d'assurer l'approvisionnement des tankers. Avec la possibilité, bien sûr, de contrôler finalement cette fois-ci le flux, c'est-à-dire le nombre de barils qui sort, parce que la fois dernière, on se plaignait que le Congo ne contrôlait rien du tout. C'est l'occasion ultime de gérer les données météorologiques qui permettent effectivement de faire la lumière sur qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui sort. Parce que quand vous mettez le pétrole dans un tank, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de shrinkage, S-H-R-I-N-G, quelque chose comme ça, cage, qui fait que parfois ça se retrouve en gaz ou quelque chose comme ça. Donc, l'occasion ultime, avec des règles d'extrapolation mathématique, de savoir en 40 ans ou à 50 ans de production, qu'est-ce qui a été la production réelle. Parce que quand vous faites la comptabilité publique ou la comptabilité matière du gisement, de ce qui est sorti et de ce qui a été déclaré au départ. Vous voulez parler, c'est une sorte d'audit alors? Il y a un delta. Donc, on ne peut pas avoir deux coqs dans la même basse-cour. Vous pouvez comprendre l'affaire d'Oxy avec Lissouba et Total, qui n'avaient pas voulu, hein, et Elf, Total, Fina Elf, je crois, de l'époque, qui n'avait pas voulu qu'un grand vienne avoir un droit de regard sur ce que je fais. Donc, et avec la bénédiction donc, de M. Denis Sassou Nguesso, ils ont créé un consortium qu'ils ont appelé Total, Eni et Congorep. Congorep étant Perenco et toutes les sociétés
du Qui dictateur gravitent autour. qui gravite autour de la Et les sociétés en SNPC, majorité appartenant au clan M. de Denis Denis Sassou Sassou Nguesso. Nguesso, voilà. Donc, ils vont co-gérer le terminal de N'Djamena. À quel moment on va former les Congolais pour aller vers le développement? Vous voyez un peu la ville de N'Djeno, comment elle est abandonnée. Tout ce qu'elle reçoit en héritage, c'est le gaz qui est C'est torché là. la pollution, C'est la c'est voilà. pollution, c'est tout. Hein? Alors qu'à côté, il y a même des paillotes de fortune où on mange les meilleurs maboquets du Congo. Parce que y a des lacs tout autour là. Et dans ces lacs-là, il y a même du pétrole. Il va falloir refaire l'exploration de toutes ces zones pour que le Congo puisse réellement produire suffisamment pour les Congolais et permettre aux Congolais d'éclore. On Parce pouvait se que poser également la question de le Congo savoir mérite d'être développé. qu'est-ce que, par exemple, les populations de N'Djeno en gagnent d'ailleurs avec cette pollution, j'allais dire, et son cortège de maladies. Parce qu'on sait qu'évidemment, dans cette zone, beaucoup souffrent un peu des maladies pulmonaires liées à la pollution. Mais bon, De même à la peau, l'État les fait maladies de fi à cela. Hein. Oui, évidemment. On en a vu. J'ai mené quelques enquêtes là-dessus. J'ai fait même des reportages là-dessus. Beaucoup des enfants souffrent de ces maladies-là. Mais bon, on comprend bien que nous sommes au Congo. Quand j'ai dit cela, les Congolais comprennent de quoi je parle. Et voilà, on va terminer donc par cette dernière question. Vous vous souvenez que le président Philbert Youlou avait été accusé de vol. On chantait même Youlou a tout volé, Youlou a tout volé. Cela lui a coûté d'ailleurs le pouvoir. Pareil pour le général Joachim Yombi Opango. Lui aussi, on l'a accusé de mener une vie ostentatoire. Il était un bourgeois comme quoi. Il dormait même dans un lit en or. C'est ce que j'ai cru entendre quand j'étais encore tout jeune. Hein. Et à lui aussi, on a dit qu'il a volé, voilà, et pour cela, il fallait le mettre à l'écart. Mais aujourd'hui, avec tous ces scandales, le constat que viennent de faire finalement les Congolais, que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons parlé des Panama Papers, des Pandora Papers. Aujourd'hui, on parle de cette enquête menée par Libé. Et il y a bien d'autres comptes à l'extérieur. Vous avez même dit que, grosso modo, près de 100 000 milliards de francs CFA seraient planqués dans les paradis fiscaux. Mais ce que les Congolais savent évidemment et formellement, c'est que 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 25 milliards de dollars américains, j'allais dire 7 ans de budget congolais, 14 000 milliards ont disparu comme ça, les Congolais le savent. Alors, que peut-on dire donc de Denis Sassou Nguesso, lui qui criait sur les autres, vous avez volé, Youlou a volé, Yombi a volé, et lui, on dira quoi? Ils sont environ 250 Congolais, membres du régime de Brazzaville, à avoir dilapidé les fonds de l'État et mis le pays en ruine. Cette fortune planquée dans les paradis fiscaux et évaluée à 100 000 milliards de francs CFA doit être rapatriée. Il faut trouver des mécanismes, mais pas avec ces gens-là aux affaires, c'est clair. Doit-on assister les bras croisés en attendant l'arrivée du Messie, alors qu'il y a de cela 60 ans, vous venez de le dire, on criait tout haut, Youlou a tout volé, nous bâtirons de nouveau, il suffit la liberté. Quelle liberté cherche-t-on? C'est la liberté du ventre. Qu'on ait la possibilité de manger tous les jours, de se soigner, d'amener nos enfants un système éducatif décent. Des Congolais qui peuvent dormir. Avoir du courant stable, de l'eau potable. Des Congolais qui peuvent dormir dans la rue. Il fut un temps où on pouvait dormir dans la rue sans être inquiété. Aujourd'hui, on impose aux gens les cartes d'identité, alors qu'ils ne sont pas en mesure de les fournir, ces cartes d'identité. Mais puisque vous en parlez, est-ce que vous ne pensez pas, comme me disait quelqu'un, est-ce qu'ils n'ont pas anticipé, sachant qu'évidemment il y aurait ce scandale qui devrait éclater et qu'ils ont anticipé pour voilà, contenir un peu les tensions qui pouvaient monter? Parmi tant d'autres, hein, parce que les scandales avec le pouvoir de Brazzaville, ce n'est pas ce qui manque.
les Rwandais qui rôdent autour du Congo, alors que ça rumine du côté de la RDC. C'est aussi un scandale. Ces gens-là, s'ils se décident à envahir le Congo, vous pouvez comprendre aisément qu'on peut être en difficulté. Et ces gens n'ont pas de papier. Ça peut être ces parents qui sont, pour nous, des parents qui sont en souffrance aujourd'hui et que l'État veut peut-être mettre hors d'état dehors, en dehors du territoire. Ouais. Donc, peuple congolais, lève-toi et revendique ta dignité et ta légitimité bafouée par ce cartel de mafieux qui fait trop de tort au peuple congolais, qui te fait trop de tort à toi, peuple congolais. La révolution du fleuve que prône tant le CRC, le Congrès pour la renaissance du Congo, cette révolution du fleuve qui part de l'Ubangi là-bas jusqu'à la Lomé, donc à la mer, doit être effective et impérieuse pour permettre le Congo, l'éclosion d'un nouveau Congo, uni et prospère. Nous avons, à cet effet, besoin de rassembler vraiment large pour que tous les Congolais comprennent non seulement la logique du CRC, mais de tous les combattants, de tous ceux qui sont sur la place de la diaspora et du Congo même, en train de se battre pour que ce désordre cesse, de nous rejoindre, pour qu'ensemble, nous bâtissions un nouveau Congo, parce que c'est possible d'en arriver là. Ces gens-là ont peur, ils ont peur. Chaque jour qu'ils se lèvent, ils ont peur que la fameuse révolution arrive, parce qu'ils savent ils roulent en béba. Les Congolais savent de quoi je parle. Merci donc d'avoir été avec nous, Monsieur Alphonse Maboussou. Et comme d'habitude, hein, je reviendrai vers vous lorsqu'il s'agira de traiter d'autres questions similaires, bien entendu. Une fois de plus, merci de votre disponibilité et on se dit donc à très bientôt, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir encore fait confiance, d'avoir fait confiance à votre média libre et indépendant, Téler TV. Je vous prends congé, on se retrouve très bientôt. Mais d'ici là, comme j'aime à le dire, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.